Notre pays bat des records mondiaux en matière de non-maîtrise de la démographie, avec un taux de croissance démographique de 3,9% par an et un indice de fertilité de près de 8 enfants par femme, selon le dernier recensement général de la population de 2012. La population du Niger est passée de 5 millions en 1997 à 17 millions en 2012, soit un triplement en 30 ans. Aujourd'hui, elle est estimée à plus de 23 millions d'habitants. Compte tenu de l'amélioration des conditions de santé, de la structure de l'âge et de l'indice de fécondité de la population, la croissance se poursuivra à un rythme encore plus élevé si aucune régulation n'est entreprise. Dans ce cas, la population doublerait en moins de 18 ans et pourrait atteindre 50 millions en 2035, 90 millions en 2050. Dans une moindre mesure, avec un taux moyen de croissance démographique de plus de 3%, il en est de même pour tous les autres pays du Sahel central. Si j'ai rappelé ce scénario catastrophique, c'est pour dire que le bon sens nous commande de réfléchir dès à présent à ces horizons. En effet, comment concilier une croissance démographique aussi forte avec les impératifs de réduction de la pauvreté et d'atteinte des objectifs de développement durable convenus au niveau international? Souvenez-vous qu'au titre de ces objectifs fixés pour l'horizon 2030, figurent notamment l'élimination de l'extrême pauvreté, la faim zéro, la bonne santé et le bien-être pour tous, l'éducation de qualité, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, et le travail décent. Comment augmenter la production agricole et les rendements des terres cultivables dans un contexte de changement climatique et d'avancée du désert du Sahara? Comment éduquer et assurer la protection sanitaire et l'emploi décent à cette population? C'est donc à juste titre que certains analystes, observant les courbes de projection de nos populations, parlent de bombes démographiques. L'heure n'est donc pas seulement à la réflexion, tant elle est aussi à l'action. Des pays culturellement proches des nôtres ont réussi leur transition démographique, c'est-à-dire le passage d'une population ayant des taux de croissance élevés et des taux de mortalité élevés à une population ayant des taux de natalité et de mortalité faibles. Il le faut pour transformer l'actif démographique en dividende, car la population adulte active pourra ainsi progressivement devenir plus importante que celle des jeunes et des vieux inactifs. Le défi démographique n'est malheureusement pas le seul handicap au développement économique et social des pays du Sahel central. Il se combine aux défis sécuritaires pour créer une véritable situation de crise humanitaire. Mesdames et messieurs, depuis 2011, suite à la somalisation de la Libye, les pays du Sahel central sont devenus le théâtre d'opérations des groupes terroristes et mafieux de tout genre, portant une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens et menaçant même l'existence des États. Les principaux groupes terroristes opérant dans la région sont les groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ou à l'État islamique, et se cachent sur divers acronymes. La situation sécuritaire est marquée par l'émergence et la persistance de formes de violence des plus sanglantes et des plus destructives opérées par ces organisations criminelles d'un genre nouveau. Attentats suicides, engins explosifs, attaques ou embuscades contre les forces de défense et de sécurité, exécutions sommaires, torture, viol, prise d'otages avec demande de rançon, destruction de maisons ou de villages entiers par le feu,
enlèvement massif des femmes et d'enfants, utilisation de colis piégés transportés par des enfants, etc. Mesdames et messieurs, l'insécurité, combinée à une démographie galopante, constitue un handicap sérieux pour le développement économique et social des pays du Sahel central et une situation de crise humanitaire persistante. Au-delà des conséquences directes sur la vie et les biens des populations, le terrorisme a des conséquences indirectes sur le bien-être des populations. À l'instar du Niger qui consacre en moyenne 17% de son budget annuel aux dépenses de défense et de sécurité, les pays du Sahel central se trouvent dans l'obligation de réduire les ressources allouées aux autres priorités, notamment l'éducation, la santé et l'accès à l'eau potable. Or, il s'agit là de dépenses qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations et leur réduction a forcément des conséquences humaines et sociales négatives. La lutte contre le terrorisme s'accompagne souvent des mesures d'état d'urgence qui restreignent les mouvements des populations et impactent leur activité économique et commerciale. Il est bien connu que les situations de guerre s'accompagnent de ce qu'on appelle par euphémisme des effets collatéraux, dont les victimes ne sont autres que les populations civiles vulnérables et en particulier les populations rurales. Enfin, l'appartenance ethnique des éléments constituant les effectifs des combattants des groupes terroristes pousse parfois à la stigmatisation de leur communauté d'origine et parfois aux conflits intercommunautaires. Mesdames et messieurs, il me paraît important que nous nous penchions sur les causes profondes de la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel central et les facteurs aggravants de cette situation. Il est désormais établi que l'extrême pauvreté et l'ignorance constituent le terreau sur lequel se nourrit le terrorisme. Dans une situation de pauvreté extrême et d'ignorance, l'individu est vulnérable et réceptif aux propositions des vendeurs d'illusions. Il n'a rien à perdre à s'engager dans une aventure périlleuse, d'autant plus qu'on lui garantit le paradis éternel si, par hasard, il venait à disparaître. Le Sahel subit de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Les ressources en eau sont insuffisantes et les sols deviennent de moins en moins fertiles. De ce fait, les productions agricoles ne permettent pas d'atteindre un niveau acceptable d'autosuffisance alimentaire, exposant une bonne frange de la population à l'insécurité alimentaire. Du reste, dans le Sahel, la pauvreté est rurale. Au Niger, par exemple, 3 pauvres sur 4 vivent dans le milieu rural. Cette pauvreté est aggravée par une croissance démographique non maîtrisée, comme nous venons de l'exposer plus haut. La quasi-absence d'industrie et la faiblesse des exportations constituent des facteurs aggravants de la pauvreté. Ces situations ne permettent pas aux États de faire face aux besoins primaires des populations, notamment l'éducation, la formation, la santé, l'alimentation, et de créer des ressources de revenus aux bras valides, d'où le désarroi dans lequel se trouve une frange importante des populations, en particulier les jeunes, qui peinent à trouver du travail et à recevoir une bonne éducation, les exposant à la merci de ces vendeurs d'illusions dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans le pays du Sahel central, le taux d'analphabétisme des adultes dépasse souvent la barre de 50%, avec une forte disparité entre le milieu rural et le milieu urbain. La crise libyenne est un autre facteur aggravant de la situation que vit le Sahel. La Libye est devenue un pays sans État, un pays de non-droit, laissé aux mains des milices à obédience tribale ou religieuse, des groupes terroristes et des criminels de tous bords, et surtout
un magasin d'armes. La proximité des pays du Sahel central en fait la destination idéale des trafics de tout genre en provenance de la Libye. Le Sahel vit également sur la menace d'une progression dangereuse du radicalisme religieux. Des mouvements islamistes réformateurs viennent avec leurs projets de société et de civilisation et une stratégie insidieuse et installent des institutions parallèles à celles des États. Dotés de grands moyens, ces réformateurs investissent en priorité dans divers secteurs sociaux: santé, eau, école, encadrement des jeunes pour une citoyenneté islamique, moralisation particulièrement, c'est-à-dire là où justement l'État éprouve beaucoup de difficultés à satisfaire les besoins. En effet, le modus operandi de ces mouvements religieux vise à se substituer à l'État, à prendre le contrôle de ses missions fondamentales, in fine, à favoriser l'institution d'un État islamique. En cela, ils rejoignent les mouvements terroristes dans leur objectif de création de l'État islamique du Sahel. La dimension internationale du terrorisme constitue un autre facteur aggravant. En effet, avec la défaite de Daesh en Irak et en Syrie, un nombre important de combattants seront tentés, via la Libye, de rejoindre les djihadistes de Daesh et d'AQMI qui opèrent au Sahel et de leur apporter leur expérience de combat, leur expertise de fabrication de bombes et d'explosifs, ainsi que celle du maniement d'armes modernes et sophistiquées. Ceci est d'autant plus plausible que le renforcement de l'arsenal juridique et des contrôles des frontières rend difficile le retour en Europe des combattants islamistes. Cette dimension internationale transparaît également dans le développement de la cybercriminalité. Elle prend de l'ampleur avec l'intérêt grandissant des populations pour les ordinateurs et les smartphones. Mesdames et messieurs, pour conclure mon intervention, je voudrais partager quelques réflexions sur les moyens à mettre en œuvre pour affronter les défis soulevés et aller vers un Sahel résilient. Le choc démographique qui freine tous les efforts de développement et tire vers le bas les principaux indicateurs de prospérité et de promotion sociale nécessite sans doute une politique de population plus hardie. Nos pays doivent se doter d'une véritable politique de population, inspirée des succès enregistrés par les pays partageant le même fonds culturel. L'Arabie saoudite, par exemple, a réussi à ramener son taux de natalité et son indice de fertilité de respectivement 4,41% et 7,28% en 1990 à 1,46% et 2,11% en 2016. Nous pouvons donc infléchir la courbe de croissance démographique, à l'instar de ce qui a été fait dans les autres pays du monde. S'inspirant de l'expérience de ces pays, le gouvernement nigérien a déjà engagé des réflexions stratégiques à moyen et long terme en intégrant toutes ces variables. Des expériences pilotes d'écoles de Marie ont été initiées dans notre pays et se sont révélées très positives en matière d'éducation familiale. C'est peut-être l'occasion de les généraliser à grande échelle. Nos jeunes filles, victimes innocentes de mariages précoces, avec des conséquences sur leur éducation, leur santé, leur avenir professionnel, sont désormais protégées par un arsenal juridique leur garantissant la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans au moins. La pauvreté et l'ignorance étant les causes principales de l'insécurité, les pays du Sahel occidental doivent mettre un accent particulier sur les programmes de lutte contre la pauvreté. À cet effet, les orientations retenues par les Nations Unies
dans le cadre des objectifs de développement durable constitue une bonne base de départ. Par ailleurs, les initiatives nationales, comme les plans de développement économique et social et les politiques sectorielles des États, ainsi que les initiatives régionales, comme celle des plans d'investissement prioritaires des pays du G5 Sahel et le plan d'investissement climat des pays de la Commission Climat Sahel, ont le mérite de poser un diagnostic clair et des défis majeurs du développement socio-économique et d'inscrire les politiques publiques dans une perspective plus globale de lutte contre la pauvreté à travers un cadre inclusif de réflexion et de mise en œuvre d'une vision commune. Compte tenu de la fragilité économique des pays du Sahel, le soutien de la communauté internationale s'avère indispensable, que ce soit à travers l'aide au développement, l'investissement direct, les organisations caritatives, les agences des Nations Unies, les fonds de développement, etc. Bref, c'est d'un véritable plan Marshall que les pays du Sahel ont besoin. Nos pays doivent se doter d'un arsenal juridique en mesure de prévenir, surveiller et réprimer le terrorisme et le crime organisé, ainsi que de tarir leurs sources de financement. Au Niger, le cadre juridique institutionnel, composé des institutions comme la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme, le service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ont été renforcés et cela a permis de mener efficacement la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits humains. Les mouvements terroristes n'ont pas de frontières. Ils ont des objectifs transnationaux. Ils recrutent et opèrent dans tous les pays. Il est donc illusoire de penser que chaque pays peut venir à bout de la menace terroriste qui l'affecte. Les États doivent donc mutualiser leurs forces et leurs services de renseignement. La communauté internationale doit aussi se sentir concernée par la lutte contre le terrorisme et s'impliquer dans le combat que mènent les pays affectés. À ce sujet, je voudrais saluer les initiatives suivantes. La force mixte mutuelle des États du bassin du lac Tchad pour la lutte contre Boko Haram. La force conjointe du G5 Sahel pour la lutte contre le terrorisme et le crime organisé au Sahel. L'initiative européenne des forces spéciales Takuba pour appuyer les armées du Sahel dans leur combat contre le terrorisme. Le programme quinquennal 2020-2024 de lutte contre le terrorisme au Sahel de la CEDEAO. La force française Barkhane et les autres appuis bilatéraux en matière de formation et de renseignement. C'est tous ensemble que nous pourrons vaincre le terrorisme. Enfin, nos pays doivent s'organiser pour freiner la radicalisation rampante, véhiculée par des organisations qui profitent de la démocratie et de la liberté d'association pour endoctriner les jeunes et les femmes dans le but de les radicaliser et de tuer la démocratie. De même, il est important de surveiller les autres méthodes de radicalisation, notamment celles utilisant les nouvelles technologies de l'information. Pour réussir ce combat idéologique, il nous faut promouvoir la modération en matière religieuse par des actions de formation, de sensibilisation et développer le dialogue interreligieux et intra-religieux pour débattre de toutes les questions ayant trait aux pratiques religieuses ainsi que de tout différend entre associations, qu'elles soient de la même obédience religieuse ou non. Ce sont là, mesdames et messieurs, les réflexions et observations qui m'inspirent ces thèmes importants de démographie, paix et sécurité au Sahel central. Sur ce, je déclare ouvert
le symposium international de haut niveau sur démographie, paix et sécurité au Sahel.